personnes. Ça fait que même sur le blabla dont on dit que Kamto ne sera pas candidat, parce que le parti n'a pas d'élu, il faut être fou pour penser qu'il n'y a pas 30 personnes dans chaque région sur 13 000, je dis bien sur 13 000, qui accepteraient de porter Maurice Kamto comme candidat, quand bien même le parti n'aurait pas d'élu. Mais maintenant, pour vous rassurer, je vous dis déjà que notre parti a des élus de toute façon, et que pour avoir un élu, c'est simple comme bonjour. C'est-à-dire quelqu'un qui est élu d'une formation politique quelconque peut à n'importe quel moment. Est-ce que tu peux désactiver le micro, s'il te plaît? C'est-à-dire quelqu'un qui est élu à partir d'un autre parti peut à n'importe quel moment de sa vie politique démissionner de ce parti-là. Les démissions ne sont pas interdites. La preuve, les gens démissionnent tous les jours sous nos yeux, qu'ils soient élus ou non. Démissionner donc de sa formation politique et après rallier la nôtre. On n'a même pas besoin de rendre ça public. Imagine un conseiller municipal aujourd'hui quelque part à Mbanga qui en a marre du, je sais pas, du RDP ou du SDF, un conseiller municipal, et qui dit donc je démissionne du SDF, et qui après va voir les responsables du MRC et dit je veux la carte du MRC. On lui donne la carte du MRC et c'est bon. Parce que l'article 15 de notre Constitution, alinéa 2 et 3, l'article 15 de la Constitution nous précise que le mandat n'est pas lié à un parti politique. C'est ça qu'on appelle le mandat impératif. La Constitution précise que tu es député de toute la nation. Il est député de toute la nation. Tu es investi par un parti politique, mais tu es député de toute la nation. Ça, c'est l'article 15 de notre loi fondamentale. D'où le fait de souligner après que ton mandat impératif est nul. Ça veut dire que tu n'es pas impérativement lié à une formation politique, en l'occurrence celle qui t'a élu. La formation politique peut t'élire, mais après tu sors de là, parce que tu représentes la nation, c'est tout. C'est pour ça que vous avez des gens qui ont démissionné, même à l'époque actuelle, les personnes les plus connues, Jean-Michel Nietzsche par exemple, qui fait partie de notre coalition politique, il était du SDF, il en a démissionné, il n'en fait plus partie. Et maintenant, il a créé la FCC. Ça signifie que même dans l'éventualité absurde où Maurice Kamto ne serait pas candidat, je ne dis pas qu'il ne le sera pas, j'entre même dans la logique idiote des militants du RDPC. Même dans ce cas de figure, il suffit que la FCC dise donc à Maurice Kamto, nous on a un parti qui a des élus, on t'investit comme notre candidat. Une fois élu, vu que le scrutin au Cameroun c'est un scrutin uninominal, ce n'est pas le nom d'un parti qu'on met dans l'urne, c'est le nom d'un homme, Maurice Kamto. Donc, il est porté par le FCC, comme Cabral a été porté par Univers, et c'est tout. Et là, je dis bien ça, c'est dans l'éventualité où ces ignares auraient raison, et je pèse mes mots. Maintenant, de toute façon, à l'intérieur du MRC, la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Mais là, ce que je fais, c'est je vous tends même la perche en disant, oui, supposons que le MRC n'aurait pas d'élu, le MRC ne peut pas présenter un candidat. Il y a d'autres partis qui peuvent présenter un candidat. Et une fois Maurice Kamto au pouvoir, il applique le programme du MRC, puisque c'est le même programme auquel le FCC de Nietzsche a souscrit. Donc même si c'est le FCC qui élit Maurice Kamto, le jour des élections, les Camerounais mettent le nom Maurice Kamto dans l'urne, et une fois Maurice Kamto au pouvoir, il applique le programme du MRC, point final. Et d'un autre côté, j'ai dit, sauf si on est fou, même si Paul Biya a envenimé une bonne partie du Cameroun, vous avez vu les sorties des évêques ces derniers jours, les gens ne sont pas liés à Paul Biya comme vous le croyez. Kamto n'a aucun mal à trouver 30 parrains par région. Attendez, il y a 10 000 conseillers municipaux, et vous pensez que dans les 10 000, il y a 10 000 affiliés, il y a Paul Biya. Au point où Kamto ne peut pas trouver 300, c'est absurde. Et il y a une ribambelle de chefs traditionnels, et il y a une kyrielle de conseillers régionaux, etc., etc. Donc on n'a pas ce type de problème. C'est pour ça que nous, vous allez voir, est-ce que dans la requête, par exemple, des avocats, est-ce que dans les démarches du MRC, vous nous voyez parler de ça? Tout à l'heure, je vous parlais du piège de Thucydide, pour empêcher quelqu'un qui est en train de grandir de te dépasser. Pour l'empêcher, tu crées des petits micmacs autour pour démobiliser. Donc tu essaies de nuire à la puissance émergente qui vient te nuire avant qu'elle ne réussisse à te nuire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent qu'on aura des élus. Ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui comme procédure est la preuve par 9 que nous avons toute la légitimité d'être candidats. Sinon, Eric et Saucé ne feraient pas toute la danse bafia qu'il fait au niveau des listes. Ils savent que notre candidature est légitime.
ils ne peuvent pas l'empêcher, donc ils interviennent là où ils peuvent encore agir, c'est-à-dire réduire au minimum le nombre de personnes qui peuvent s'inscrire sur les listes électorales. C'est la raison pour laquelle on est même gêné quand vous reposez la même question à chaque fois. On dit, mais vous voyez bien comment le camp d'en face, lui, il agit là où il sait qu'il y a danger. C'est-à-dire les gens qui risquent d'aller voter Maurice Kamto. Et vous êtes là, vous posez la question sur les candidatures. Tu te doutes bien que si Maurice Kamto ne pouvait pas être candidat, Atang Ganji, Atang Clément, Eric Essossé, Paul Biya ou le président du conseil régional, il ne se donnerait aucun mal à vous empêcher de vous inscrire. Il ne se donnerait aucun mal à faire disparaître les listes, puisque sachant que de toute façon, selon la loi, on est illégitime, on ne peut pas présenter de candidat, ils seraient chacun sur son canapé en disant ah, vous n'avez qu'à aller vous inscrire de toute façon, la candidature de Kamto ne sera pas acceptée. Or, dans leurs agissements, vous voyez bien que notre candidature ne souffre de rien. Mais maintenant, pour aider à la manœuvre, il faut ajouter encore la fake communication. Donc, il faut mettre dans la tête des gens que le MRC ne pourra pas présenter un candidat. Ça crée donc des gens qui, comme toi, en toute bonne foi, se posent des questions et s'inquiètent. C'est-à-dire, tu es la victime involontaire du mécanisme qu'ils ont mis sur pied. Au lieu que les gens se concentrent sur le programme politique et la campagne, les gens, on leur fait perdre le temps en les amenant à se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. À savoir, est-ce que le MRC aura même un candidat et est-ce que on crée donc cette crainte-là. Donc c'est aussi simple que ça. Maurice Kamto l'a dit lors de son discours, je serai candidat, car telle est la loi. Il n'est pas venu donner une opinion, il n'est pas venu, il a dit la même loi à laquelle vous vous référez tout le temps. C'est la loi là qui dit que j'ai toutes les conditions, je remplis toutes les conditions pour être candidat. Chez nous là, ce n'est pas un débat, c'est un débat chez vous. Et je t'ai dit que même dans l'éventualité où on n'est même pas candidat, toutes les voies alternatives ne représentent aucune difficulté pour nous. Trouver 30 personnes par région, ça c'est rien. C'est rien du tout. Sur 10 000, 12 000, 13 000 en ajoutant les chefs traditionnels, les conseillers régionaux et voilà. C'est-à-dire on a environ un contingent de 13 000 par un potentiel. On nous demande 300 sur 13 000. Ah, je pense que même Jean de Dieu Momo peut trouver 300 sur 13 000. Réduire Moros Camto à l'impossibilité d'avoir 300 par un sur 13 000, c'est absolument, c'est même une insulte au grand homme qu'il est. Donc c'est un non-événement, cher ami, et j'insiste dessus pour que les gens comprennent de bonne foi pour tout. Si vous voyez que le MRC ne se plaint pas d'un truc, c'est un non-événement. Les choses qui nous dérangent, voilà ça où on est allé se plaindre. On a déposé une plainte auprès du Conseil constitutionnel qui d'ailleurs a fui en disant que bon, moi je ne suis pas compétent dedans, on va aller à la cour d'appel. Ça ne pose pas de problème, on ira à la cour d'appel, elle ne pourra pas se désister puisque ça créera un vide juridique. C'est-à-dire ni le Conseil constitutionnel, ni la cour d'appel ne sont compétents, non, ça créerait un vide juridique, un vice de procédure, et ce serait un dangereux précédent. Cela voudrait dire que il n'y a aucun mécanisme de contrôle de fraude électorale par l'organe électoral. Or, c'est faux, c'est dans l'article 48 de la loi sur le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, il veille à la régularité des élections et comment dire, le toilettage du fichier électoral, la publication des listes à l'instant convenu, comme le dit l'article 80, tout ça relève du processus électoral. Et le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de veiller à la bonne tenue du code électoral, enfin du processus électoral. Comme Atangna Clément a lui-même créé un précédent en nous disant de savoir que le recours, si à la cour d'appel, en prendant acte, ça va faire jurisprudence à l'avenir. Ça veut dire que dans ce cas de figure, quand le Conseil constitutionnel est incompétent, il faut se référer à la cour d'appel. Rien de tout ça ne nous dérange. Et on est en train justement d'aller vers la cour d'appel. Donc, voilà là où nous on s'investit. Vous n'allez voir nulle part le MRC chercher à être légitime, la candidature légitime ou bien non. Parce que ça, c'est un non-événement. Et même si, par le plus grand des miracles, cela venait être empêché, les alternatives sont d'une clarté qui ne dit pas son nom. Bon, j'espère que cette fois-ci j'étais assez détaillé, assez clair, et que la réponse ne souffre d'aucune ambiguïté. Oui, je pense que c'est à mon tour de poser une question. Bonsoir, monsieur Wilfried Ekanga. Oui, Euh, bonsoir. Est-ce que le frère est satisfait? Et je veux juste savoir si, je sais pas s'il est encore là.
S'il est satisfait, si la réponse était claire à ses yeux. La réponse a Peut-être, été très très claire, monsieur peut-être Kanga. avant Je qu'on ne suis passe à satisfait. autre chose, j'aimerais peut-être aller dans le même sens et poser une question toujours dans le même sens. Oui, je veux dire, Bonsoir, c'est bonsoir clair tout le monde. que le MSC présentera un candidat qui est Maurice Kamto, euh, selon ce qui est dit dans la loi. Bon, mais est-ce que ce sera toujours la Cour constitutionnelle ou bien le ministère de l'administration territoriale qui va valider la candidature du président du MSC? Et si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de voir le dossier du MSC être rejeté? Non, Nous j'étais savons clair dans tous que ma la loi réponse. n'est pas respectée au Cameroun. Ne nous faites pas tourner en rond. J'étais clair dans ma réponse. J'ai même présenté toutes les alternatives. Je t'ai dit que dans l'éventualité où tout cela serait impossible, l'autre alternative, c'est de trouver les parrainages. Donc tu es en train de me dire, si Maurice Kamto trouve les 300 parrainages et on va interdire en vertu de quoi? Si on remplit tous les critères et qu'on interdit, mais descend dans la rue, va contester. Fais la barrière, ramène la foule avec toi et n'accepte pas que la loi soit méprisée. La dictature persiste quand les peuples sont amorphes. Là, tu es en train de dire que bon, si la loi est claire, que Maurice Kamto remplit les critères de manière claire, et que malgré tous ceux qui tiennent le pouvoir disent par caprice, donc plus sur le fondement de la loi, mais par leur caprice personnel, que Maurice Kamto tel ou tel n'est pas candidat, qu'est-ce qu'on fera? Ben, c'est là où on vous invite, vous, le peuple. Ne demandez pas les réponses miracles. À un moment donné, la responsabilité du peuple est engagée. Là, je répondais sur le plan de la légalité, c'est-à-dire la légalité, ce qui est autorisé, ce qui est interdit par la loi. Et c'est clair. Maintenant, si tu me dis, bon, même en cas de violation, on fait quoi? Mais tu es le peuple, va contester. Est-ce que c'est contre le MRC qu'on aura violé la loi à ce moment-là? Ce sera contre tout le peuple camerounais. La loi n'a pas dit si le MRC présente des élus, la loi dit chaque parti politique a des élus. Donc que ce soit tous les partis politiques que quelqu'un peut créer, même toi, tu peux créer ton parti maintenant. Tu le crées. Quelqu'un qui est conseiller municipal au RDPC démissionne, prend la carte de ton parti, si ton parti est légalisé évidemment, prends la carte de ton parti, ça te donne la possibilité de te présenter comme candidat. C'est pour ça qu'on a laissé Paul Aya Abiné être candidat en janvier, quand il a créé son parti le 3 janvier 2011, en prélude aux élections. Ça n'a pas posé de problème parce qu'il était dans le cadre de la loi. Ça n'a pas posé de problème non plus quand Jean-Michel Nietzsche a démissionné du SDF il y a 2-3 ans et qu'il a créé le FCC, son parti est légal, il est reconnu. Parce que c'est dans le cadre de la loi. Être député ne t'oblige pas à appartenir à ton parti politique ad vitam. Il y a des députés non encartés. Donc, il est sorti du SDF parce que les idéaux ne convergeaient plus. Et maintenant, il est à l'intérieur d'une formation politique qu'il a créée qui s'appelle le FCC. S'il voulait être candidat, il serait candidat en tant que candidat du FCC puisque le FCC a un élu, en l'occurrence lui-même. S'il voulait, il pouvait porter Maurice Kamto comme candidat de son parti, le FCC, mais comme ce n'est pas nécessaire et que le MRC remplit lui-même tous les critères, pour rassembler les forces, vu qu'on voit les choses de la même manière, on est en mode coalition, comme avec le G20 de l'opposition, soi-disant, mais qui se tenait bien en 2018, dont nous remplissons toutes les conditions légales. Et même s'il y avait un problème à ce niveau, on n'a aucun mal à remplir toutes les autres alternatives. Donc, si tu me dis que malgré ça, c'est-à-dire si Cabral, lui, s'est fait investir par le parti Univers en 2018, et que Maurice Kamto dit, bon, moi, je me fais investir par le parti FCC, le pouvoir autorise Cabral et interdit Kamto, mais c'est un crime à ciel ouvert. C'est une violation de la loi à ciel ouvert. C'est ça qui crée les déstabilisations et la guerre civile dans le pays. Bon, ce n'est pas pertinent de me demander si le pouvoir fait ça, on fait quoi? Le MRC fait quoi? Non. Pose-toi, toi, la question que bon, on viole la loi, donc sous mes yeux, je fais quoi? Voilà la seule question pertinente à cet endroit-là. Le peuple a la responsabilité et même l'obligation d'empêcher un tel mécanisme de passer. C'est ce que le Sénégal a fait en 2024. Macky Sall voulait contrevenir à la Constitution. Il est élu le 2 février 2012. Son mandat d'abord de 5 ans, de 7 ans,
puis de 5 ans parce qu'il était revenu en 2016 au quinquennat. À l'époque, c'était 7 ans. Bon, au Sénégal, ça alterne beaucoup. Et donc, depuis 2016, c'est 5 ans. Donc, quand il était réélu, il a fait 5 ans. On arrive à 2024, le 2 avril, son mandat doit s'arrêter. Mais Macky Sall dit, moi, je vais continuer au mépris de la Constitution. Les Sénégalais n'ont évidemment pas accepté. C'est la responsabilité là qui est donc donnée au peuple camerounais. Si devant l'évidence de la loi, un individu veut remplacer la volonté de 30 millions de personnes, puisque la Constitution c'est le reflet de la volonté de tout le peuple, qu'est-ce que le peuple l'a fait? Est-ce qu'il regarde en attendant que le MRC Sauveur vienne régler ses problèmes, ou est-ce qu'il se prend en charge et règle lui-même ses problèmes? C'est ce qu'on dit au pouvoir tous les jours. Ce que tu ne résous pas par le dialogue se résout par la violence. Quelqu'un ne peut pas être en train de te dire à longueur de temps, faisons ci, faisons ça, respectons les règles ici. Tu dis non, je m'en fous. Comme Bricom disait hier, de toute façon, pour la diaspora, de toute façon, si vous ne vous conformez pas, c'est votre problème. Tu dis, ok. Donc quelqu'un te dit, il y a des règles établies pour la paix civile. Respectons-les tous les deux. Tu dis non, je m'en fous. Mais tu t'attends à quoi? La personne utilisera des méthodes qui ne t'arrangent pas. C'est aussi simple que ça. J'espère que tu comprends. Oui, 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 j'ai très bien compris. Et nous savons très bien qu'au Cameroun, ils violent les lois chaque jour, comme par exemple le cas de la liste électorale. Ils refusent carrément de publier cette liste. Et Et tu les vois que Camerounais, les seuls qui interviennent, c'est non. Nous déposons plein de nous réclamons, c'est nous, mais les autres font quoi? Donc arrêtez de demander à ceux qui font déjà sur le site d'Elecam, dont c'est consultable en ligne par tout le monde sur son téléphone, même la grand-mère du village, parce que tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Et de deux, les 120 000 noms doivent être publiés sur le même site et sur une liste à part. Donc, ils doivent être publiés dans la liste définitive, oui, mais aussi sur une liste à part, pour que chacun puisse vérifier que les 120 000 noms de la liste à part sont bel et bien dans la liste définitive. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'on a demandé. Donc, nous, on fait ça, on dépose des recours, on s'engage. Nos avocats étaient au front hier. Ils y sont encore aujourd'hui. Ils y sont encore dans les jours qui viennent à la cour d'appel. Et c'est quand même encore nos condamnements que mais. La vraie question, c'est que font les autres? Bon, on demande au MRC de faire ce que lui, il fait déjà, et ceux qui le lui demandent sont ceux qui ne font rien. Ce n'est pas logique. Il y a Cabral Libi à qui on a posé la même question. Lui dit que non, lui c'est un opposant républicain. Comme Maï Matip en 58. Lui c'est un opposant républicain, c'est ce que Maï Matip disait. Ne le mélangez pas avec les Oumniobé qu'on venait d'assassiner, avec les Osende Afana et Ernest Wanje et Félix Moumier qui sont dans la brousse ou en exil. Lui n'est pas dedans, lui c'est l'opposition républicaine. Ça lui a d'ailleurs valu un poste à l'Assemblée. Donc, il y a ceux qui font, et c'est encore à eux qu'on demande de faire, et ceux qui leur demandent de faire sont ceux qui déjà ne font rien. Les dictatures perdurent donc quand on demande de faire à ceux qui font déjà, tout en ne faisant rien soi-même. C'est à tout le peuple, aux autres formations politiques, aux acteurs de la société civile, à vous, c'est aux autres en tout cas. Tous ceux qui ne sont pas le MRC, de joindre leurs forces au MRC pour faire plier la dictature. Je suis seul à pousser un camion citerne. C'est normal qu'il ne bouge pas. Au lieu de me dire, mais si le camion citerne ne bouge pas, tu vas faire quoi? Mais je te dis, mais si on poussait tous ensemble, le camion citerne, on l'aurait déjà renversé il y a longtemps. Je pense qu'au niveau de l'illustration, c'est assez clair. Oui, merci de me donner la parole. Je vais en venir à mes questions. Ma première question, c'est une question à deux volets. La première partie, le fédéralisme communautaire, l'idée que les gens prônent ici d'ailleurs, comment la déconstruire, puisqu'elle prône le tribalisme et la division des peuples camerounais. Ensuite, quel est le système administratif que nous pouvons mettre en place pour l'équilibre régional, tout en empêchant les inégalités et aussi l'union des peuples? Ok, je vais commencer par la dernière question. L'équilibre régional est une absurdité qui ne doit exister nulle part au Cameroun. L'équilibre régional, c'est pour satisfaire des tribalistes qui regardent leur ennemi avant la République. L'équilibre régional signifie si on doit construire la route dans mon quartier, il vaut mieux, je veux que s'il y a 10 étrangers, il y ait aussi 10 personnes de mon quartier, comme ça c'est équilibré, même si les 10 personnes sont incompétentes.
On ne veut pas de ça. L'équilibre régional est une absurdité qui doit être bannie de toutes les pensées des Camerounais. L'équilibre des chances, oui. L'équilibre des compétences, oui. L'équilibre des régions et des ennemis, hors de question. Parce qu'il vaut mieux avoir une route bien... Imagine, je vis à Bafoussam. Il y a maintenant 10 boulots qui débarquent et qui sont très forts en ingénierie des ponts et chaussées. Ils sont venus construire la route entre Bafoussam et Tchan. Peut-être au niveau de la falaise ou je ne sais pas. Donc, je prends les 10 ingénieurs, vu qu'ils sont compétents, ils vont me construire la meilleure infrastructure qui va me permettre de rouler désormais sans que je ne craigne de mourir toutes les 4 secondes. Mais c'est tout ce dont un pays a besoin, des gens qui peuvent fournir un édifice de qualité, point final. L'équilibre régional, c'est le délire des tribalistes refoulés qui se disent « Oui, mais pourquoi c'est les boulots qui vont venir chez nous, or ici à l'ouest chez les Bamileke ?» et qui vont prioriser le fait que il faut qu'on prenne quelqu'un de leur ennemi, même s'il n'a pas la compétence, juste parce qu'il faut remplir les quotas. Le MRC, je te le dis en français facile, n'appliquera jamais l'équilibre régional. C'est-à-dire absolument hors de question. Ceux qui me disent que l'équilibre régional existe dans tous les pays, c'est faux. Même Donald Trump est en train de supprimer les quotas de transgenres maintenant qu'il a pris le pouvoir. On veut des gens compétents. On veut pas des gens parce que tu es homosexuel, on te met puisqu'il faut remplir un quota d'homosexuels. Vous voulez l'équilibre régional parce que vous êtes des tribalistes qui préfèrent leur tribu à la République. C'est pour ça que vous avancez des phrases. Je parle pas à toi, cher frère, je parle à celui qui écrit en commentaire. C'est pour ça que vous dites des phrases du genre avant d'être Camerounais, on est d'abord Eton Boulot. Ce n'est pas vrai. On est d'abord Camerounais avant d'être Eton Boulot, Bafang, Baham. Parce que sur le passeport, il y a marqué nationalité camerounaise. Sur la pièce d'identité, pareil. Quand tu sors de ton pays, la chose qu'on te demande, c'est ton pays. Tu viens d'où? Les gens n'ont rien à foutre de ton ethnie. Le seul endroit où tu pars de ton ethnie, c'est dans les 475 442 km² du territoire camerounais. Mais quand tu sors de là, en Thaïlande, au Vietnam, au Panama, on te demande tu viens d'où, tu dis je viens du Cameroun. C'est tout ce que les gens veulent savoir. Donc, quand tu es au Cameroun, bon, puisqu'on est en république, on a accepté d'être une république, il y a une sorte de micro actif derrière, je sais pas d'où ça vient. Puisqu'on est au Cameroun et qu'on est dans une république, la république signifie qu'à l'époque, on était encore dans une féodalité, comment dire, primaire. À l'époque, on était des tribus qui se côtoyaient. On a décidé que maintenant, on va être lié par quelque chose qu'on appelle le vert ou jaune, la république. Il y aura des arcanes administratifs dessus qu'on va appeler la Constitution. Donc, on est soumis à la Constitution qui fait de nous des Camerounais alors qu'on est de tribus d'ennemis différentes. Sinon, on reste des tribus juxtaposées. Mais quand on dit on est un pays, on est un pays. Ça veut donc dire, quel que soit le domaine, on va privilégier la compétence. Si il y a, je sais pas, imagine il y a un concours d'écriture. Moi, j'aime écrire. J'aime écrire des livres, des romans et tout. On fait un concours d'écriture au Cameroun. On dit, on va sélectionner les 10 meilleurs. Il y a 10 régions actuellement, comme par hasard. On dit, on va sélectionner les 10 meilleurs. L'équilibre régional signifie qu'on prend un meilleur par région, dont les meilleurs de chaque région. Or, on recherche les meilleurs écrivains du Cameroun. Ce n'est pas la même chose. Le meilleur de chaque région, si tu es le meilleur de ta région, peut-être qu'en prenant les 10 meilleurs du Cameroun, tu n'es même pas classé 25e. Et c'est donc ça l'équilibre des compétences. La compétence signifie le premier et en première position. Si le hasard des choses fait que les meilleurs écrivains viennent tous du Nord, on s'en fout. Ce sont les 10 meilleurs écrivains du pays. C'est eux qui vont mieux représenter le pays à l'étranger. Maintenant, si toi tu veux l'équilibre régional, et tu prends donc le meilleur écrivain de chaque région, parce qu'il faut équilibrer, tu te retrouves donc avec des écrivains qui, au classement général, n'auraient même pas été 58e. Parce que peut-être le premier dans la région de l'Adamawa n'est même pas dans le top 50, dans le ranking national. Peut-être le premier dans la région du Sud n'est même pas dans le top 200. Or, on veut donc les 10 premiers. C'est pour ça que nous privilégions les compétences. Ce qui est intéressant, c'est que chacun a un talent quelque part. Donc, les ennemis, les tribus, les régions, tout ce que vous voulez, chacun va briller d'une manière ou d'une autre dans un domaine précis. Il n'y a personne qui est nul ou qui ne peut briller nulle part. Mais on ne va pas encourager les ressentis tribaux des gens qui ont la nostalgie des républiques tribales. On est le Cameroun et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. C'est quand on parle ici, si vous écoutez ce que je dis, c'est pas parce que je suis d'une tribu ou non.
Vous vous dites que bon, si Wilfried parle, il peut se dire deux, trois choses qui peuvent nous intéresser, il peut nous informer sur deux, trois choses. C'est bien plus avantageux que si on disait que bon, comme Wilfried est du centre, il a parlé 10 minutes, il faut qu'un autre qui est de l'ouest parle aussi 10 minutes, même si il perd le temps, même s'il vient vous raconter son joke d'hier, même bon, l'essentiel c'était de créer l'équilibre des régions. Ben non. Voilà la raison pour laquelle le MRC va privilégier la compétence et pour le bien de tout le monde. Il vaut mieux une route construite par 10 boulots à Bafoussam et qui fonctionne qu'une route construite à Bafoussam par 10 individus, chacune d'une région différente et qui s'effondre au prochain éboulement. Je pense qu'au moins sur ce point-là, on pourrait s'entendre. On devrait pouvoir, avant de passer à la question numéro 2. Oui, si j'ai compris bien. Je pense que je me suis un peu mal exprimé dans ma question. Et aussi, je parlais aussi beaucoup plus au niveau de la gestion administrative sur cette question-là. Et alors, en fait, je vois d'ailleurs en commentaire, c'est ce que je vous disais depuis, les Camerounais font semblant d'être dans une république. Mais en fait, chacun de vous a un petit amour pour cette tribu qui dépasse la république. Quand les gens disent je ne suis pas d'accord avec, c'est parce que les gens veulent, c'est parce que les gens veulent, il y a un micro derrière. Chérie, merci. C'est parce que les gens veulent que, au moins il faut que dans ma région aussi, je sois représenté. Et vous voulez ça pourquoi? Parce que vous vivez dans un pays où la fonction publique a tout pris. Vous savez que chacun veut avoir une petite place dans l'administration. Mais ça, c'est parce qu'on est un pays hors sujet. Est-ce que les États-Unis sont puissants à cause de l'omniprésence de l'administration? Est-ce que dans un pays sérieux, les plus riches sont les hommes politiques? Citez-moi un pays développé où les plus riches sont les hommes politiques. L'homme le plus riche de France, sinon le troisième ou quatrième homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, c'est un industriel. Il possède Louis Vuitton, Moët Hennessy, le groupe LVMH. L'homme le plus riche de Chine, c'est Jack Ma, le propriétaire d'Alibaba, l'équivalent d'Amazon. L'homme le plus riche des États-Unis, c'est Elon Musk, le propriétaire de Tesla. Ce sont des entrepreneurs, c'est-à-dire un pays se développe par la création technologique, par la création des biens et des services. L'industrie, l'agroalimentaire, les sciences et techniques, c'est ça là. Et c'est ça qui donne des emplois. L'un des plus grands employeurs allemands dans le ferroviaire, c'est Siemens pour les trains, c'est Volkswagen pour les voitures. Et de toute façon, vous connaissez la marque allemande. C'est quand on parle du grand luxe, BMW, Mercedes sont sans rival. Même les Américains viennent prendre. Et ça fait donc que si vous viviez en Allemagne, ce qui vous intéresserait, ce serait de finir votre formation d'ingénieur, de décrocher un boulot chez Opel ou Volkswagen et de gravir les échelons petit à petit jusqu'à devenir directeur technique ou conseiller technique ou membre du conseil d'administration ou encore designer et tout, voilà. Parce que la politique, c'est c'est la dernière panacée à laquelle les gens pensent en Allemagne. Le plus grand parti sur 80 millions d'habitants, le SPD, il a même encore perdu des membres ces dernières années. Il a environ 370 000 membres sur 80 millions, et je ne compte même pas les Allemands étrangers d'origine, parce qu'il y a environ 85 à 90 millions d'Allemands. Mais il y a très peu qui s'intéressent à vos histoires de politique. Eux, ils sont dans les groupes industriels, Monsanto, l'agroalimentaire, Moderna, BioNTech, machin. Vous les avez vus dans le vaccin Covid. Vous les voyez dans les voitures. Vous les voyez absolument partout. Il y a les gros camions là qui transportent le sable chez nous. Oui, MAN, c'est un constructeur allemand. Donc, au Cameroun, comme Paul Biya n'a pas créé d'industrie, les gens ont pour seul moyen de survie que de faire un concours à la fonction publique et d'avoir un boulot. Et comme quand je dis que je suis contre l'équilibre régional, vous voyez déjà que dans un concours, votre tribu risque de ne pas être mise en compte. Ça vous dérange, ça vous gratte, ça vous fait mal, vous dites que mince. Donc il y aura les concours, l'armée, la gendarmerie, machin. Donc nous, on va seulement prendre, si je suis chez moi à Banganté, donc on va seulement prendre, on va seulement prendre les nordistes ou les gens de la Damawa ou les gens du sud, pendant que nous, on ne va pas nous prendre. Mais s'ils sont plus compétents, évidemment, on les prend. Dans un pays qui fonctionne, toi tu travailles ailleurs s'il y a une industrie. Donc la solution du Cameroun est ailleurs. Elle est dans la création d'une industrie. Les industries que vous voyez, ça se crée par la volonté politique et le savoir-faire de chacun. Je reste sur l'Allemagne. Vous portez tous Adidas, moi j'aime le Real Madrid.
Le sponsor du réel, c'est Adidas. Adidas est une entreprise familiale. Je l'ai raconté une fois ici. L'entreprise des frères Dassler, qui ont créé donc Adidas et Puma. Ils s'appelaient Dassler, c'est la famille Dassler, deux frères. D-A-2-S-E-L-R. Adolphe et Rudolf. C'est Adolphe qui a créé Adidas. À la maison, on l'appelait pas Adolphe, mais Adi. Et quand il a créé sa chaîne comment dire, de production, il a juste abrégé son nom Adidas pour Adi Dassler. C'est ça que vous utilisez encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche au Cameroun de créer demain la marque Kinfac, de la famille Kinfac, qui va employer des gens selon leurs compétences et où tout le monde n'aura plus besoin de crier après les concours de l'armée, du CAMES, du CUS ou de je ne sais quoi. C'est ça là la finalité de la République à laquelle on aspire. Donc je répète, le MRC n'a rien à faire de l'équilibre régional. Le MRC veut créer un tissu de l'emploi qui est actif dans tous les secteurs d'activité. L'agriculture, l'élevage dans le secteur primaire, la transformation de tout ça, pour que même le cure-dent, on le fabrique quand même chez nous pour enlever la honte dans le secteur secondaire. Et après, les services, les banques, les assurances, les cabinets de conseil, tout ça. En fait, le terrain est vierge. Il y a que des emplois à créer. Vous voulez l'équilibre régional parce que vous êtes enfermé dans le biéisme, même inconsciemment. Et tout ce que vous regardez, c'est la fonction publique. En Allemagne, même si tu mets tous les gens de Bavière dans la fonction publique, les gens s'en foutent. Parce que le PDG de Opel gagne 3 fois plus que Olaf Scholz, le chancelier, donc il n'en a rien à faire de la politique. Si c'était la même chose au Cameroun, vous comprendriez ce que je dis sur l'équilibre régional. Ça reste et demeure une absurdité qui nourrit les ressentis tribaux. J'insiste. Merci pour ta réponse par rapport à cela. Je pense que je suis plus éclairé. Euh, mais je parlais plus au niveau du système technique. Je n'ai même pas fait allusion à la tribu, en vrai dire. Je n'ai vraiment pas fait allusion à la tribu. Mais merci vraiment. Je vais couper le micro de résumé là. Mhm. Oui, il y a c'est Daïla Melo, je sais pas qui Melo, oui c'est Melo, Daïla Melo. Il a dit en bas qu'il n'était pas d'accord et on l'a fait monter pour qu'il lise le pourquoi et qu'il pose sa question. Ouvre ton micro. C'est vrai qu'il y a des autres qui sont là, mais on va te prendre ta question et on va savoir pourquoi tu n'étais pas d'accord. À quel niveau tu n'étais pas d'accord et pourquoi tu n'étais pas d'accord. Vas-y. Oui, bonjour déjà à tout le monde. Et voilà, je suis très admiratif de Luffy et Kanga déjà. J'aimerais d'ailleurs le dire de prime abord. Et je suis pas d'accord avec son propos par rapport à l'équilibre régional parce que d'après ce que je vois, j'ai écrit dans les commentaires, l'équilibre régional. En tout cas, pour l'instant, c'est ta connexion qui n'est pas d'accord avec nous, ou bien ton téléphone. Évidemment. Ah, tu es prêt? Ou bien on passe la parole à quelqu'un d'autre. Allô? Sois un peu actif. Ok. Parle, on vous écoute. Bon, vas-y. Sois actif, gars. Tu Je ne sais pas ce que tu as dit, c'est pas. Non, tu t'es coupé tout à l'heure. Vas-y, tu as bugué et rapproche-toi de ton micro. Oui, je suis proche du micro. J'étais en train de dire que pour moi, j'étais pas, en fait, pas d'accord, mais je suis pas trop en accord avec lui parce que il disait que on n'a pas besoin d'équilibre régional comme Cameroun. Mais dans mon approche, moi, je vois plus que, voilà, l'équilibre régional est une façon de créer. Là, ça va pas la peine. Vous me suivez pas? Je sais pas pourquoi, hein. On te suit par intermittence. Une façon de créer, on n'a pas compris la suite. Bon, on peut avancer, il y a le temps qu'ils reviennent. De toute façon, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Oui, désolé, monsieur Wilfried, vous n'avez pas répondu à la première question. Comment déconstruire le fédéralisme communautaire, cette idée de tribaliste-là? Ah oui, bah tu viens de le dire toi-même. Ça, ce sont les idées de Cabral. En fait, rendez-nous aussi la tâche facile. Quelqu'un fait son projet là-bas, laissez-le avec. Nous, le fédéralisme communautaire, on n'est pas dedans. D'ailleurs, je suis très gêné, et j'ai l'habitude de crever l'abcès souvent. Je suis très gêné par l'approche de proximité que le PCRN
aborde envers le régime de Yaoundé. Le livre qu'on a écrit pour Paul Biya en 87, parce qu'il ne s'est jamais assis pour écrire un livre pour le libéralisme communautaire, le livre auquel lui-même ne fait jamais allusion, le livre qui énonce des idées que lui-même n'a jamais appliquées, ce livre-là ressemble très étrangement avec le titre du projet de Cabral Libye, le fédéralisme communautaire. C'est-à-dire, à quelques syllabes près, c'est exactement la même chose. Ça me rappelle un peu le député qui part nous dire maintenant que sa femme, enfin que la femme de Paul Biya est un exemple à suivre. Donc, on a monsieur le président du PCRN qui va utiliser Paul Biya comme muse, et il y a maintenant la députée du PCRN qui va utiliser Chantal Biya comme muse. C'est un peu dérangeant. En fait, nous là, tout ce qui a communauté dedans, je ne fais qu'insister depuis ici. Vous voyez, on nous dit que nous, le MRC, on a un parti tribaliste, mais c'est moi, depuis du MRC, qui refuse tout ce qui a trait à la tribu, et ce sont les gens qui viennent plutôt me présenter des choses qui ont trait aux origines tribales. Le MRC, de la même manière que l'équilibre régional, le MRC n'a rien à foutre du fédéralisme communautaire. Ça n'a même pas de sens. Je n'ai pas voulu m'intéresser, je n'ai pas lu, parce que même dans l'inconscient collectif d'un MRCiste, il est malvenu de s'imaginer même un seul instant en plaisantant qu'on peut faire un découpage administratif sur les ethnies et les tribus. Soit les gens veulent être un pays, soit ils ne le veulent pas. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Le fédéralisme en Suisse n'est pas, même comme on dit Suisse romande, Suisse alémanique, Suisse machin, il n'est pas découpé selon les langues. La preuve, à l'intérieur d'une même région, tu as plusieurs cantons. Le canton de Vaud, le canton de Neuchâtel, le canton de Genève, le canton de... En fait, la Suisse, les cantons sont divisés en fonction de la réalité de chaque zone. Les Suisses ont réfléchi et se sont dit, bon, voici comment ça fonctionne. Et de toute façon, ça ne s'est pas créé en République pour être divisé et après, non. Ce sont des cantons qui se sont agglomérés petit à petit, c'est-à-dire pour former une confédération, depuis ce qu'ils ont appelé le pacte fédéral de 1291. Donc, les Suisses, à la base, c'était 3 cantons. Les autres n'étaient pas encore là. Aujourd'hui, il y en a 26. Il y avait les cantons de Unterwald, de Uri et de Schwyz. C'est d'ailleurs le canton de Schwyz qui a donné le nom à tout le pays aujourd'hui, la Suisse. En allemand, on dit Schweiz. Et à partir de là, le pacte fédéral, c'était aujourd'hui, nous sommes ensemble. Petit à petit, ceux qui veulent s'allier à nous vont faire partie de la confédération. Ils vont garder leur autonomie, mais on est quand même un pays. Donc c'est pas comme le Cameroun qui était un pays, 2 zones anglophones, francophones en 1960 et où on dit maintenant on va faire le fédéralisme. En Suisse, c'est des entités qui viennent s'agglomérer les unes après les autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne s'appellent pas Suisse, mais plutôt Confédération helvétique. Quand tu as la monnaie suisse, il y a marqué CH pour Confédération helvétique. C'est comme ça qu'ils se désignent. Ce sont des Helvètes. Donc nous, au Cameroun, si on veut créer un fédéralisme, déjà en Suisse, ce n'est pas basé sur les langues, les tribus. Dans la Suisse alémanique, tu as le canton, la région dont dépend Bâle. Ce n'est pas la même zone dont dépend le canton à Zurich. De la même manière que le canton dont dépend Genève n'est pas la même chose que la région dont dépend le canton de Lausanne. C'est pour ça qu'il y a 4 groupes linguistiques en Suisse, mais il y a 26 cantons. Parce que la subdivision n'est à aucun moment en rapport avec les langues, c'est en rapport avec une autre réalité. Donc au Cameroun, créons aussi une autre réalité que la réalité linguistique. Sinon, on s'enferme dans l'amour de la tribu avant l'amour du pays. Nous ne pensons rien du fédéralisme communautaire. On a dit dans notre projet que on peut envisager de découper le Cameroun en 5 zones industrielles, 5 zones de développement. La zone culturelle, politique, la zone de l'histoire du Cameroun, du devoir de mémoire, c'est ce qui est centré autour de la capitale, Yaoundé et ses environs. Pour que quand quelqu'un veut entrer dans les archives les plus profondes, qui était Félix Moumié, qui était Hossein Diafana, qui était Omniobé d'ailleurs, je vais faire une conférence dans ce sens dans les jours qui viennent, peut-être d'ici le week-end, c'est à Yaoundé qu'il se rendra. Celui qui veut aller à Douala, on a dit qu'on va construire à Douala pour que les entreprises, pour que Douala soit, pour que Douala soit le centre des affaires du pays. Déjà, c'est un peu visible, mais bon, c'est bien moins que ce que nous espérons obtenir. Créer un vrai centre d'affaires à Douala, à l'image des quartiers que vous voyez, le plateau à Abidjan ou le quartier d'affaires à Lagos au Nigeria.
ou dans les grandes villes que vous arpentez, la Défense à Paris, Manhattan aux États-Unis, la City à Londres, ou Shinjuku à Tokyo, ou Gangnam à Séoul. Donc, créer un centre d'affaires, on va rassembler les bureaux et où les gens vont, voilà, les gens qui ont des entreprises à travers le pays ou à l'extérieur du pays, le domaine des services sera à Douala pour gérer tout ça. C'est pour ça que vous voyez dans les centres d'affaires, il y a des maisons enfin, des immeubles qui sont très hauts parce que on met un maximum de bureaux là-bas pour gérer justement la paperasse de toutes ces entreprises. C'est ça qu'on appelle le quartier d'affaires, c'est ça qu'on appelle le secteur des services et ça génère ça crée de la richesse, de la valeur ajoutée parce que le temps, l'énergie, ça se paye. C'est une création de richesse immatérielle, oui, mais une création de richesse quand même parce qu'on a besoin de cette création immatérielle pour encadrer la création de richesse matérielle au niveau de l'industrie en question. Donc c'est quelques petits indices que je vous donne comme ça sur ce qui est, comment dire, organisé dans le programme du MRC. On dit par exemple que la région du Septentrion, ce ne sera pas découpé comme ça, mais je vous donne les références actuelles pour vous situer. La région du Septentrion, on a en moyenne 12 mois d'ensoleillement par an. Nous avons des ingénieurs en Allemagne. L'Allemagne est le premier producteur européen de panneaux solaires. Or, il n'y a pas le soleil là-bas. Et beaucoup de nos ingénieurs travaillent là-bas dans les usines et dans les entreprises qui produisent le photovoltaïque. Donc, on trouve le moyen, les inputs financiers, l'encadrement, la rémunération pour les rapatrier, les faire revenir au Cameroun et pour qu'ils puissent nous construire sur place les panneaux solaires. Parce que non, contrairement aux Allemands, nous on n'a pas de problèmes d'hiver, de fortes tempêtes comme Max Senior disait, on a un ensoleillement de dingue toute l'année. Donc le soleil, l'énergie qu'on va stocker sera incroyable. C'est comme ça que nous pensons dans le pays. Découper le pays en fonction des potentialités. C'est ce que Bernard Ndjonga avait compris, le regretté Bernard Ndjonga du mouvement Croire au Cameroun. Je l'avais rencontré en 2018 pendant la campagne et j'étais très heureux parce qu'il y avait un enrichissement dedans. Il avait une approche très pragmatique. Les zones agroécologiques. Il disait la terre doit nourrir son homme. Tu n'as pas d'autonomie si tu ne produis pas et tu dépends de la nourriture importée. Et il avait raison sur toute la ligne. Sur ce point-là, son projet était pile poil le nôtre. Et que limite, le MRC n'aurait pas existé que j'aurais adhéré au CRA Croire au Cameroun. C'était de loin le projet le plus intéressant après le nôtre. Le seul déficit de son projet, c'est qu'il était focalisé principalement sur le domaine agro-industriel. Or, bon, un programme politique, c'est un peu tous les secteurs en même temps. Mais sinon, c'était d'une pertinence absolue. Rien à dire. Et ça, je préfère. C'est ça qui montre la vision d'un dirigeant. Je veux pousser mon pays vers le haut, je vais arrêter d'importer, je vais arrêter Mais quelqu'un qui veut des découpages sur la base des ennemis des tribus, et qui va importer après le cure-dent et le riz frelaté, bah, ça veut dire que ses priorités est payées ailleurs. Lui, tant que chaque tribu est dans son petit carcan, ça lui va. Maintenant, on peut écrire aux Chinois et leur demander de nous envoyer la tomate, alors qu'en 1980, 2 ans avant la prise de pouvoir de Paul Biya, le PIB du Cameroun était supérieur au PIB de la Chine par habitant. $200 pour le Camerounais, $194 pour le Chinois. Aujourd'hui, on leur demande la tomate et au lieu de découper notre administration de manière à ce que chaque zone soit focalisée sur la production de richesses, on est là à réfléchir sur les tribus. Vous imaginez le niveau de hors-sujet dans lequel on se trouve. Ok, Marc, je pense que... Oui, ok, merci. Pendant que je suis encore là, je vais partager un peu la parole le temps que Bangama prend place. Est-ce qu'il y a une question pour ceux qui venaient de monter? Je ne sais pas si je peux. Est-ce qu'il y a une... S'il vous plaît. Oui, moi j'ai une Est-ce que vous avez une question? j'ai une Est-ce question. que quelqu'un a une question? Oui, vas-y avec ta question. J'aimerais savoir comment est-ce que le MSC mettra fin à la guerre du Nozo et du Boko Haram. Alors, Boko Haram, c'est un problème sécuritaire qui demande une coordination des énergies entre le Cameroun et le Nigeria. Ça demande une amélioration des services de renseignement. Vous savez, quand un pays consacre une bonne partie de son énergie à museler l'opposition, il n'a pas la concentration qu'il faut pour juguler le terrorisme. Donc, évidemment, le risque zéro n'existe pas. C'est une région très instable et les frontières étant poreuses,
Boko Haram utilise souvent le Cameroun comme base de repli pendant qu'il intervient dans la forêt de Sambisa au Nigeria, qu'il intervient au Tchad, en tout cas tout autour du bassin du lac Tchad. Évidemment, pour se ravitailler, ils vont venir dans un village, tuer les habitants, incendier, prendre le bétail, prendre les vivres, prendre pour s'approvisionner et ils se fondre après dans la nature. Maintenant, pour que ce soit bien élaboré, il faut que de meilleurs moyens soient mis déjà à l'équipement militaire. L'armée doit être mieux outillée, de meilleurs équipements, des équipements plus modernes. Il faut que l'argent qui sert à la jouissance au Cameroun soit davantage investi dans l'armée pour protéger les populations. Donc ça, c'est pour l'équipement, le hardware, l'équipement militaire. Maintenant, le renseignement, le software. Une coopération avec les pouvoirs publics nigériens. Vous vous souvenez, en janvier 2018, Paul Biya est allé voir son ami Mamadou Bouhari pour qu'on lui livre Ayoub Tabé et ses 9 co-accusés qui séjournaient dans un hôtel à Abuja, la capitale. On a besoin de la même concentration pour justement contrôler les flux, les va-et-vient des mouvements terroristes. On a besoin d'un meilleur équipement logistique, d'une meilleure formation des services de renseignement pour la protection. Nous, au Cameroun, vous aviez, pendant que Boko Haram sévissait, une partie de la DGRE qui s'occupait de Martinez Zogo, comment assassiner un journaliste qui avait mis à nu les malversations financières d'un gang de malfrats autour de Amougou Belinga et de quelques ministres. C'est clair que quand tu as mis ton énergie là-bas, tu en as moins pour contrôler le terrorisme. Ça impliquait même le responsable ultime des services de renseignement, monsieur Eko Maxime. Comment le patron de la DGRE se retrouve dans l'assassinat d'un petit journaliste qui n'a ni arme ni rien, alors qu'on a besoin de lui dans l'information sur les incursions de Boko Haram. Un pays hors sujet, justement, c'est-à-dire, on dit quand tu te baisses pour regarder dans le derrière de quelqu'un d'autre se baisse pour regarder dans le tien. Pendant qu'ils étaient en train de tuer les journalistes, les terroristes de Boko Haram étaient en train de consolider leur position. Donc il faut que en tout cas pas l'armée en elle-même, mais le ministère de la Défense réoriente ses activités exclusivement sur la protection des citoyens. Regardez Donald Trump, il a décidé, il va mobiliser l'armée à la frontière mexicaine pour contrôler les flux des réfugiés qui viennent. La frontière entre le Mexique et les États-Unis, c'est environ 3000 kilomètres de long. Et il entend déposer un contingent de 30 000 personnes à peu près. C'est-à-dire une personne en moyenne tous les 10 mètres pour sécuriser les 9 millions de kilomètres carrés de superficie des États-Unis d'Amérique pour protéger les Américains. C'est ça, l'America First. Il protège d'abord ses concitoyens. Au lieu de faire ça, au lieu de mieux protéger les Camerounais, Paul Biya a besoin d'une partie de cette énergie pour regarder qui sont même ceux qui dans la diaspora m'insultent. Ah, j'aimerais bien les faire rapatrier pour les assassiner. Est-ce que vous savez que un mercenaire portugais, monsieur Abrantes, avait reçu de la part du gouvernement, ils avaient fait une clause de financement de 500 000 $. Imaginez combien ça fait en francs CFA pour récupérer Guérandi Mbara, l'amener au Cameroun et l'assassiner dans les géoles dans les géoles militaires de Paul Biya. Et c'est exactement ce qu'il a fait. On a réussi à tromper Guérandi Mbara en lui faisant croire qu'on se rendait en Russie pour acheter du matériel. Et finalement, l'avion a été détourné. Abrantes est venu le déposer à Yaoundé. Et on l'a bien charcuté comme on a fait à Longué et à Martinez Zogo. Et on l'a assassiné. 500 000 $ de l'argent du contribuable parti pour tuer un individu. Combien c'est-à-dire l'importance que ça aurait eu pour financer, par exemple, la protection renforcée sur Boko Haram, de meilleurs matériaux de surveillance, de meilleurs drones, bref, toute une logistique d'information. Ça aurait été utile. Donc ça, c'est pour vaincre Boko Haram. Il faut concentrer les moyens militaires, davantage de moyens au corps militaire, et le corps militaire doit davantage être concentré lui-même à la protection du pays, et non à la traque des opposants politiques, des journalistes et ce genre de délire. Maintenant sur la première question est portée sur le fédéral. C'était la forme de l'État ou je confonds?
Tu as posé la première question, là, j'ai Non, oublié, je vais non, commencer par la dernière. par rapport aux nosos, c'était comment faire pour mettre Ah fin à oui, ce par rapport piège. au nozo, voilà. Maintenant, pour le nozo, c'est différent. La crise du nozo, elle, ne se résout pas par les armes. C'est une guerre civile camerounaise. J'ai dit tout à l'heure au frère qui parlait que ce que tu n'obtiens pas par le dialogue, tu l'auras par la violence. Quand quelqu'un te parle et qui te donne la possibilité de parler, parler. Plutôt que d'exacerber la crise et de déboucher sur une confrontation armée, c'est exactement ce qui s'est passé au Cameroun. Nous sommes le 8 novembre 2016. Ce sont des avocats, exactement comme les avocats du MRC actuellement, autour de Harmony Bobga, Fontem Neba, Agbor Bala, à la cour d'appel, ils sont à Bamenda. Voilà, on parle de la cour d'appel, on était à Bamenda. Ils lisent dans un document où ils disent que nous, on va faire une grève d'avocats parce que les dispositions mises en place par le régime de Yaoundé ne nous conviennent pas. Là, ils sont en train de vouloir franciser la zone anglophone. Nous, c'est la common law depuis la République fédérale. Depuis que le Cameroun, en tant qu'entité politique, existe, depuis le 1er octobre 61, ça doit rester ainsi. Donc, pour protester, nous, on va faire, il annonce une grève des avocats. La grève est un moyen de revendication pacifique, c'est un moyen de communication, de dialogue. On prend les militaires, on les encercle, on les intimide, on les brutalise. En guise de protestation, ils décident de marcher dans Bamenda pour dire qu'on ne veut pas, non seulement on nous empêche de dialoguer, mais en plus on est violent envers nous. Dès qu'ils descendent dans la rue, les gaz lacrymogènes, tout ça. Les tortures, les arrestations. Dans la foulée, on n'est toujours pas dans la guerre. À la fin du mois, vers le 21 novembre, ce sont maintenant les enseignants qui prennent le relais et disent que nous aussi, parce qu'il y a des gens ici qui viennent, qui ne parlent pas la langue, ils viennent déjà en zone francophone, vous avez des Onanguini incapables de s'exprimer, incapables d'écrire, on ne comprend rien à ce qu'ils disent, et ils pensent que c'est ça être intelligent. Maintenant, ils viennent encore avec ça en zone anglophone. Or, ils ne parlent même pas l'anglais. Des gens ne les comprennent pas. Sur la rive droite du Mongo, ils viennent ici sur le côté gauche nous dire la même chose dans une langue à laquelle on n'est pas aussi familier qu'avec l'anglais. Ils décident donc également de faire leurs opérations de manifestation pacifique ou les revendications des enseignants. Ces deux corps sociaux, les enseignants et les avocats, ce sont les éducateurs de nos enfants. Ils maîtrisent mieux que personne la pédagogie sociale. C'est eux qui véhiculent à nos générations futures ce qu'elles auront dans la tête, les valeurs, l'instruction, les avocats, les enseignants. Il n'y a pas mieux que ça. On prend la police, on brutalise les enseignants. Dans les jours qui suivent, début décembre, ce sont les étudiants maintenant de Boya. Je vous fais la chronologie de cette guerre idiote. À chaque fois, on a dit à Paul Biya, on veut dialoguer avec. Il a dit, je ne dialogue pas. C'est bien beau aujourd'hui de présenter les anglophones comme des gens qui ont pris les armes. Faut toujours se souvenir de comment cette histoire a commencé. Les étudiants et étudiantes qui avaient créé le University of Boya Students Union, la c'était quoi? La UBSU. Voilà, c'était ça, la University of Boya Students Union, l'union des étudiants de l'université de Boya, revendique donc l'implémentation du plan triennal spécial jeune, des réformes promises par Paul Biya, de la réduction des frais de scolarité, des conditions absurdes là qu'on doit démanteler. Pacifiquement, les étudiants n'ont jamais pris les armes. On envoie l'armée dans l'université, comme on a envoyé en 91. On va chercher les étudiants dans leur chambre. On prend les étudiantes, on les violente, on les roule dans la boue, on viole les étudiants. Bref, tout type de sévices que les pauvres Camerounais et Camerounaises subissent pour avoir revendiqué pacifiquement. Forcément, à un moment donné, la goutte d'eau déborde le vase. Une partie des anglophones voyant tout ça se disent le jacobinisme de Yaoundé qui, 1, veut tout contrôler, qui, 2, réagit brutalement quand on lui présente le dialogue. Ah, maintenant, on va danser la même danse. Tu es violent, je suis violent. Et ça donc débouché sur les radicalisations de quelqu'un comme Ayoub Tabé qui n'était pas radical au départ, pas du tout. Ce sont les Ebenezer Akmanga, les Ayabacho, c'est d'autres franges, si on peut appeler ça comme ça, de la structure anglophone qui incitaient Ayoub Tabé à passer à la vitesse supérieure. Lui, à la base, il est même le plus doux de tout cela. C'est par la force des choses qu'il décide de rejoindre lui aussi le côté obscur de la force. Mais à la base, c'est quelqu'un de très narcissique, qui a une haute opinion de lui-même, qui se voit très intelligent, qui s'imagine donc en diplomate. Il demandait à rencontrer Paul Biya personnellement. Mais vous connaissez Biya. Paul Biya, on lui a dit dans la tête qu'il est trop grand. Il ne peut pas rencontrer des Camerounais. On voit Macron, son maître, rencontrer les Français dans la rue, se prendre même des gifles.
Mais Paul Biya, lui, ne rencontre pas des Camerounais. Il est trop grand. Lui, il n'est pas votre président. Il est président, mais pas pour le peuple. Le peuple l'a élu, mais il est trop important pour parler à ce peuple, donc il refuse le dialogue. Donc, devant le refus de dialogue, ils ont pris les armes, ils ont dit, en 1961, quand on a décidé de se joindre à vous, personne ne nous avait obligés. On a fait un référendum le 11 février, on a dit, ok, on va se rallier au Cameroun oriental. On avait le choix de se rallier au Nigeria comme l'avait fait le Northern Cameroon. Librement, on a dit on se rallie au Cameroun oriental. Et quand on est venu, on s'est entendu que on est donc avec vous par respect pour ce qu'on a fait. Vous allez nous laisser une autonomie dans de larges mesures, une autonomie interne. On aura notre police comme dans les États fédérés, le Nigeria, on aura notre police interne, notre petite administration interne. Même si on dépend des Yaoundé sur les grandes questions, il n'y a pas de problème, c'est ça la fédération. Mais on aura quand même une certaine liberté. Vous avez piétiné cette liberté-là sous Ahidjo depuis. Ahidjo a fait un découpage territorial qui ne tenait pas compte de la République fédérale. Il a créé près d'une dizaine de régions administratives alors qu'on était déjà en République fédérale avec 2 États fédérés. À partir de son premier gouvernement du 20 octobre 61, les anglophones se posaient la question, mais on est déjà, enfin je comprends pas, quelle est la manœuvre et les représentants des circonscriptions créées par Ahidjo venaient dans la région anglophone avec une arrogance telle que John Gofoncha, le premier ministre de l'époque, ne se voyait même pas réellement détenir un pouvoir. Ces gens-là ne rendaient compte qu'à Ahidjo, les administrateurs gouvernementaux, les administrateurs préfectoraux de Yaoundé, qu'on envoyait dans le Nozo. Donc, on est arrivé en 72, comme si cela ne suffisait pas, on a fabriqué, avec l'aide de Georges Pompidou, président de France, la République unie du Cameroun avec un référendum artificiel pour forcer la République, pour effacer la partie anglophone petit à petit. Après, il y a eu l'élection volée de 92, dont les anglophones se sont dit ajouter à tout cela la barbarie des années 2016-2018 dans lesquelles on se trouve. Ah non, non, nous on veut retourner à ce qu'on était avant, un état d'à part. L'État qui est situé sur la zone de la baie de Amba, le fameux Ambazonia, vers à partir de Limbe, toute la baie de Amba où l'océan Atlantique s'enfonce dans la terre. Donc, enfin inversement, la terre qui avance vers la mer. Donc, on veut la nostalgie de ce pays-là qui n'était pas obligé de se rallier au Cameroun. C'est pour ça donc qu'il y a la guerre anglophone aujourd'hui. Il est important de refaire le petit rappel historique. Et encore, j'ai sauté, parce que pour détailler, ça nous prendrait une heure, une journée entière. Pour résoudre dans la crise anglophone, il faut revenir à la table des discussions. Tout simplement. Tu es obligé de discuter. Celui qui ne veut pas discuter va bagarrer. Et la table des discussions inclut donc quoi pour que ce soit résolu? 1. Remettre sur la table la forme de l'État. Promettre aux anglophones qu'ils auront leur autonomie, comme avant. Mais évidemment, il n'y a pas que les anglophones au Cameroun. Tout à l'heure, je parlais du découpage fédéral en fonction d'autres critères. Donc, on va découper le pays pour que tout ne dépende pas de Yaoundé, pour que chaque détachement administratif ait un certain pouvoir d'autogestion. Et pour qu'il n'y ait plus le complexe et comment dire, le traumatisme que tout vient de Yaoundé, on ne peut pas respirer si Yaoundé ne donne pas l'ordre. Donc, on peut tenir compte de la spécificité politique. Je dis bien politique, pas ethnique. C'est pas une ethnie, les anglophones, mais c'est une historique. C'est un paradigme politique historique. Parce que c'est des gens qui n'étaient pas nous, mais qui se sont ralliés à nous volontairement après le référendum du 11 février. Donc, on doit tenir compte de ça, mais pas que. En tout cas, on rediscute sur la forme de l'État. C'est ce que le MRCI a prévu. En écoutant donc toutes les opinions, contrairement à ce que Paul Biya a fait. Toutes les opinions, si quelqu'un propose, bon, on veut un État qui regroupe par exemple les formes, le potentiel géologique, le potentiel minier. En fait, toutes les propositions, on analyse, on met sur la table, dans la mesure du possible, on soumet même les feuilles de route au référendum, autant de fois qu'il le faudra. Une fois que le document de travail est validé par le peuple, on implante, comme en Colombie, l'idée en tout cas, on implante une nouvelle forme politique, forme administrative, acceptée par 30 millions de Camerounais, où personne n'est lésé, où tout le monde a dit, bon, il y a certes des imperfections, mais grosso modo, rien n'est parfait, mais grosso modo, tout le monde y trouve quand même son compte. Au moins personne n'est frustré, chacun a cédé un peu, mais chacun a aussi obtenu un peu, donc tout est équilibre, et vous qui parliez d'équilibre,
Voilà le vrai équilibre, l'équilibre politique, l'équilibre du dialogue, pas l'équilibre des ethnies, des tribus et des régions. Deuxième élément, inviter donc à la négociation tous les gens avec qui on s'est battu pendant 8 ans. Les radicaux ambazoniens, on n'y peut rien. Le processus de réconciliation d'un pays fonctionne toujours comme ça. Tous ne seront pas des héros. Certains pourront répondre de leurs actes. Ça c'est clair, à examiner au cas par cas. Mais il faut obligatoirement impliquer tous les leaders séparatistes, y compris ceux qui sont en exil. Ebenezer Akbanga, Ayabacho, Cabo Daniel, Ayub Tabet, en fait toute la bande, je dis bien toute la bande, plutôt que de s'enfermer dans un manichéisme digne des dessins animés japonais où tel est trop méchant, l'autre est trop gentil. C'est pas ça la politique. Ça c'est, comment dire, sont des enfantillages. Tous les pays, le Rwanda par exemple, a pu se redresser en interne, en tout cas, je ne parle pas de la politique externe, parce que les Rwandais ont su se pardonner du mal qui avait été commis par les deux côtés finalement, même si un côté a littéralement massacré et l'autre. Mais les torts étant partagés, ils se sont dit si on continue, on va tourner en rond et s'entretuer ad vitam. Il vaut mieux maintenant qu'on parle d'une seule voix pour l'intérêt du pays. Et on voit que maintenant, ils parlent tellement d'une seule voix que c'est même plutôt eux qui assassinent et déstabilisent un pays à côté, la RDC. Donc voilà les mécanismes. Comme j'ai dit, ce serait trop long. Je préfère m'arrêter là pour l'instant. Mais chacune des questions dans ces paradigmes politiques nécessite comment dire, une entreprise longue de résolution. De manière résumée, c'est en tout cas ce que je peux dire dessus. Je pense quand même que c'est, voilà, en termes d'éléments, j'en ai quand même laissé un ou deux. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Bon. Qui a encore des questions pour Wilfried? J'ai une question pour Wilfried. Si on n'a pas de questions, on va laisser Wilfried aller se reposer le monde. Hein. Mais il y a J'ai des une gens qui question sont pour montés. Ok, il y Wilfried. a Jordan qui a une question. Vas-y, Jordan. Oui. Ouais, Wilfried, bonsoir. Ma question va toujours porter sur le plan sécuritaire. Bon, étant donné que depuis les différentes crises sécuritaires que le Cameroun traverse, depuis une décennie déjà, quelle est la politique que le MRC envisage implémenter lorsqu'ils seront aux affaires concernant ces soldats-là qui sont aujourd'hui prisonniers de cette guerre-là et qui sont abandonnés à eux-mêmes? Parce qu'on observe au Cameroun, il y a des soldats que le gouvernement en place envoie dans le Nozo et au nord et ils les abandonnent. Ils n'ont même pas de quoi se nourrir, les équipements, ils n'en ont pas et tout. Et qu'est-ce que le MRC prévoit pour tout cela? Et après, étant donné que vous avez promis de résoudre ces conflits, après, est-ce que certains auront des récompenses? Est-ce qu'ils seront décorés et tout? Qu'est-ce que le MRC a prévu pour cela, s'il vous plaît? Je viens de répondre en fait, la solution au Nozo n'est pas le taux militaire. Je parlais du Nozo il y a un instant. La solution n'est pas de bien équiper et de bien nourrir les soldats là-bas pour qu'ils tuent mieux d'autres Camerounais. Là où on doit bien équiper les soldats, c'est pour sécuriser les frontières du pays avec Boko Haram qui nous attaque alors qu'on ne lui a rien demandé et qu'on est mêlé ni de près ni de loin à ces bêtises. Quand Mohamed Youssouf créait Boko Haram en 2009, il ne nous avait pas demandé notre avis et ce n'était pas au Cameroun. D'ailleurs, le paradigme de Boko Haram n'avait rien à voir avec le nôtre. Boko Haram, c'est l'éducation haram interdit. C'est-à-dire littéralement l'éducation européenne est un péché, c'est ce que ça veut dire. Donc ils se battaient là-bas, dans le nord-est du Nigeria, qui par malheur est frontalier du Cameroun. On s'est retrouvé là-dedans malgré nous. Ni de près ni de loin, on est concerné par ces bêtises. Donc là-bas, il faut sécuriser et faire une sorte d'échange bilatéral d'envergure avec les autorités nigériennes actuelles, que ce soit Bola Tinubu ou quelqu'un d'autre, pour qu'il y ait un meilleur renseignement bilatéral, ou même trilatéral, parce que le Tchad est à côté, ou multilatéral, parce que plusieurs pays sont impliqués, certains viennent même du Niger, bref, certains, enfin, ils se baladent entre le Niger, le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, donc les tentacules vont très loin à un moment donné. Donc c'est là où il faut mieux équiper l'armée, mieux équiper le renseignement,
Là, il faut faire vraiment de la sécurisation. Sauf que dans le cas de la crise anglophone, c'est une guerre civile absurde, terriblement évitable, qui a été créée par la bêtise managériale de Paul Biya. C'est-à-dire de toutes les guerres qui ont existé. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est la guerre la plus oubliée au monde. Vous voyez que le monde ne parle pas de la guerre du Nozo. Or, on a déjà près de 10 000 personnes qui sont mortes. On parle de toutes les guerres sauf de celle-là. Parmi les guerres oubliées, elle figure en première position. Pourquoi? Parce que même le monde entier, même l'extérieur même les Nations Unies, tout ce que vous voulez, même eux se posent la question comment Paul Biya a réussi à créer une guerre à ce niveau. C'était difficile de transformer cette situation en conflit. Il a réussi ce qui était compliqué, c'était facile de dialoguer et de passer à autre chose. Il est entré dans la bagarre en brutalisant des gens qui voulaient dialoguer avec lui. Et on en est là. Donc la solution n'est pas le tout militaire, la solution c'est la résolution par le dialogue. On va encore tuer combien de gens pour résoudre la guerre? Quand tu me demandes comment on fait pour les envoyer, pour les dons, on résout dès que le MRC prend le pouvoir, première des choses, on fait un cessez-le-feu. Le jour même, c'est on ne tire plus. Vous ne tirez pas, on ne tire pas. On dit attendez, donnez quelques jours, on va établir un calendrier de rencontre, un calendrier de dialogue, le temps qu'on mette en place les institutions. Même en Israël, le Hamas respecte le cessez-le-feu pour laisser passer les couloirs humanitaires. En ce moment où je vous parle, un cessez-le-feu est en vigueur dans la bande de Gaza, qui permet qu'à la frontière Gaza-Égypte, le corridor est ouvert et l'aide humanitaire peut entrer et les gens peuvent être soignés, mourir, bref. Donc les Amazoniens ne sont pas différents ce sont pas des humains à part. C'est des gens comme tout le monde qui entendent quand on dit cesser le feu parce que fondamentalement, personne ne veut vraiment faire la guerre. C'est la bêtise qui conduit aux guerres quand quelqu'un se voit trop beau, trop arrogant par rapport à ce qu'il représente. Donc, si on dit cesser le feu en prélude d'un dialogue qui va résoudre le problème, ces gens-là nous prennent au sérieux, en tout cas plus que Biya. Ils savent que oui, on veut vraiment initier un dialogue national, oui, on veut vraiment résoudre cette crise en incluant les questions qui fâchent, à savoir la forme de l'État. Donc, ils vont déposer les armes au moins pour un temps. On établit dans la feuille de route du dialogue, on dit le dialogue, supposons on prend le point en octobre, on dit le temps de mettre tout en place, on démarre le dialogue dans 3 mois. Donc en janvier, disons le 10-15 janvier, le dialogue va démarrer, ou le 1er janvier même, symboliquement, en mémoire de l'indépendance. Le 1er janvier, le dialogue va démarrer. Il va durer autant de temps qu'il faut, même s'il doit durer 6 mois, il faut qu'on sorte de là avec un accord. Dialoguer autant de fois qu'il faut sera toujours plus important que de s'entretuer. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'on est d'accord, on vient donc au dialogue sans entourloupe, sans faire comme Atanganji qui disait, comment dire, le Premier ministre est allé à Bamenda et a dit, le président est prêt à discuter de tout, y compris de la forme de l'État. On avait senti une accalmie, on avait senti un vent de chaleur, un vent de température jamais vu avant le dialogue national. Mais qu'est-ce qu'Atanganji a fait? Il est venu voir les maîtres de Paul Biya en France, dire sur les antennes d'une télé française que nous n'allons pas discuter de la forme de l'État. Donc, Emmanuel Macron, calme-toi. Nous n'allons pas, voilà. On va pas changer, on va garder le noyau à Yaoundé pour que tu puisses mieux contrôler. C'est pour ça que ça n'a pas résolu l'entourloupe. Quand tu n'es pas honnête, quand tu mens, quand tu as promis un truc et que tu ne fais pas, quand tu trahis tes propres idéaux, forcément, tu crées une sorte, tu engendres du vice. Et le vice se métastase et engendre d'autres vices comme un véritable cancer, dont la prolongation de la crise 5-6 ans plus tard. Nous, on vient le jour du dialogue avec ce qu'on a promis. On a amnistié, on a permis à ceux qui sont en exil de revenir pour le dialogue. Ceux qui sont en prison, on les a libérés pour le dialogue et on a mis sur la table la question de la forme de l'État. On discute autant de fois qu'il faut. Tant qu'on n'a pas fini, le dialogue continue. Au moins, ça empêche les armes de continuer. On dialogue. On débat. Voici un avis, on met le pour et le contre, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui peut être avantageux, qui est pour l'intérêt du Cameroun. C'est ce que tout le monde veut au final. Ces gens-là ne voulaient pas la sécession. C'est le ras-le-bol du fait que Paul Biya n'écoute pas. Ils ont voulu parler à Paul Biya, il n'a pas écouté. Quand tu parles à quelqu'un qui n'écoute pas, tu as envie de prendre les armes. Parce que tu te dis, mais ça sert à quoi de parler? Lui, il entend, et en plus, il te brutalise justement. Tu parles, il vient, il brutalise, il enferme, il te roule dans la boue, forcément, tu vas dire, mais j'ai essayé de parler avec celui-ci.
Il me dit que non, non, dialoguer ne sert à rien, donc il faut la bagarre. Oui, Et à Wilfried. partir... Wilfried, je vais pas te couper. J'ai envie juste de repréciser ma question. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas bien cerné ma question. Non, j'ai Ma compris ta question est question. celle de savoir, étant donné que depuis le début de ce conflit armé, nous sommes d'accord que les forces armées, elles aussi, sont prises au piège. Parce que lorsqu'elles sont envoyées par la hiérarchie dans ces zones-là, elles ne peuvent pas discuter. Elles sont là pour obéir aux ordres. Et maintenant, on a remarqué qu'il y a certains jeunes soldats qui ont été tués et dont les familles ont été négligées jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je demande donc, qu'est-ce que le MRC a prévu donc pour Oui, ça c'est le pour les deuxième volet de ta familles de question. soldats-là qui Ça, c'est le deuxième volet de sont ta question. décédés. Il y a le concept de pupille. Dans le programme du MRC ou dans la présentation que le président avait faite, on parle de la prise en charge par l'État des enfants des soldats tombés au front, au moins jusqu'à leur majorité. La majorité civile sera donc amenée il y a 18 ans, donc au moins jusqu'à leurs 18 ans. Ton père est tombé au combat, il a laissé un petit enfant de 6 ans à la maison, l'État le prend en charge jusqu'à sa majorité. Au moins sa famille peut faire des économies, sa famille peut construire un avenir. Ta mère n'a pas la scolarité à payer, elle n'a pas les frais, les fournitures, elle n'a rien à donc elle peut économiser pendant toutes ces années l'argent qui permettra qu'à tes 18 ans, tu peux te déployer, tu peux t'inscrire où tu veux, tu peux voyager, tu peux bref. C'est ce qui est prévu dans notre programme de les pupilles de la nation. Quand tu parlais de décoration, les décorations en parlant des minants, on ne décore personne dans le cas d'une guerre civile. Les torts ont été des deux côtés, c'est une bêtise commune. Donc on va faire le deuil de ce pan de l'histoire, commémorer les 10 000 personnes qui sont mortes bêtement, les Joko Frida, les Florence Ayafor, les enfants de Garbo, bref, tout le monde qui a été assassiné de part et d'autre. C'est des morts qui auraient pu être évitées. Personne de cela ne souhaitait vraiment mourir. Donc on va faire le deuil national de ce qui s'est passé. Mais on va pas décorer quelqu'un d'avoir tué d'autres Camerounais. C'était pas ça le but. On va pas décorer quelqu'un d'avoir participé à la guerre animale de Paul Biya. C'est Paul Biya qui a causé tout ça là. C'est même que Maurice Kamto est gentil dans un autre pays. Paul Biya se retrouvait devant la cour martiale pour haute trahison, déstabilisation des institutions de la République, instigation à la violence, une guerre civile artificielle, évitable, simplement parce qu'il était trop arrogant pour communiquer avec ceux-là dont il dit lui-même qu'ils l'ont élu. Donc pour la décoration des militaires, non. Ou des gens, ou des combattants de jeunes, non. Des amazoniens, non. Mais pour la prise en charge des enfants, les pupilles de la nation, oui. Parce qu'il y a de l'argent pour ça. J'ai évoqué, quelqu'un parle de Paul Atanganji il y a quelque temps. Pour le budget de 2025, Paul Atanganji dispose de 42 milliards de francs CFA. Là-dedans, il est mentionné dans la loi des finances de 2025 que 39 milliards sur les 42 serviront juste à faire tourner la boutique. Et 3 milliards seulement serviront à l'investissement. Comment c'est possible? Donc la cravate pour cirer la chaussure, pour le nœud papillon, pour repasser la veste. Voilà ce qui va faire 42 milliards pour Atanganji et ses services. Il n'y aura que 3 milliards pour les investissements liés au ministère de l'Intérieur, donc même pour le contrôle des l'éboulement de Chang, à travers la protection civile, tout ça, non, 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 eux, ça ne les dérange pas. Il y aura un nouvel éboulement, ils vont venir vous distribuer les bibles. 42 milliards, 39 milliards servent au fonctionnement de l'administration, pour le seul ministère de l'Intérieur. Donc, il y a de l'argent. C'est cet argent-là donc qui pourrait être pris pour prendre en charge les pupilles de la nation, financer leur scolarité, financer leur éducation, leur fourniture scolaire, leur encadrement, jusqu'à la majorité, en compensation de leurs soldats bêtement tombés au front par les armes de Paul Biya. Bon, à ce niveau-là, c'est assez clair de notre côté. Oui, Wilfried, ma dernière question porte